Monsieur Beau, nous voilà donc pour cette nouvelle partie. Je vous avais promis que vous direz un mot rapidement sur les pays arabes, l'Afrique par rapport à cette crise ukrainienne avant de passer à notre sujet suivant. Alors, évidemment, c'est une crise. D'abord, c'est une crise européenne en réalité. Et la problématique qui est derrière cette crise, c'est que les sanctions qu'on a imposées à la Russie ne peuvent fonctionner que si l'ensemble de la planète applique des sanctions sur la Russie. Et les Européens, évidemment, se sont lancés dans cette politique de sanctions qui elle-même ne semble pas être porteuse de succès, mais ils veulent maintenant que le reste du monde participe à cette tentative d'isoler la Russie du reste du monde. Et on parle de l'Afrique et de l'Asie, mais ça concerne naturellement aussi, et peut-être en premier lieu, la Chine et l'Inde, qui sont deux grands partenaires de la Russie et qui sont des puissances économiques significatives qui font que la Russie trouve dans ces deux pays, pas seulement, mais dans ces deux pays notamment, quand même des débouchés pour ces produits et qui peut importer aussi de ces pays des produits. Donc, si vous voulez, l'isolation de la Russie n'est faisable qu'avec la complicité, j'allais dire, de l'ensemble de la planète. Le problème des Européens, c'est qu'ils ont tendance à croire que, comme le disait d'ailleurs, je cite presque mot pour mot le ministre des Affaires étrangères indien à Bratislava cette année, qui disait que l'Europe avait tendance à prendre ces problèmes comme étant les problèmes du monde. Et ça n'est pas le cas. L'Europe a ses difficultés, ses problèmes, mais le reste du monde n'a pas nécessairement, ne partage pas nécessairement les mêmes problèmes. Et d'ailleurs, ce qui est assez significatif, et c'est une interrogation que j'ai posée déjà dès mon premier livre, Poutine, maître du jeu, c'était pourquoi est-ce que ce conflit ukrainien est plus condamnable que les autres conflits que nous avons déclenchés au Moyen-Orient, en Afrique du Nord et en Asie centrale et ailleurs, pour lesquels on n'a jamais sanctionné personne. Or, nous avons fait considérablement plus de dégâts que les Russes ont fait. Nous avons fait beaucoup plus de victimes humaines, beaucoup plus de victimes civiles. Nous avons provoqué près de 37 millions de réfugiés dans le monde. Or, personne n'a été sanctionné pour ça. Aucun pays occidental n'a été sanctionné pour avoir bombardé des populations civiles, volontairement ou non. Quand je dis volontairement, ça ne veut pas dire que nécessairement on a visé des populations civiles de manière totalement délibérée, mais on a visé des secteurs en sachant que des populations civiles seraient touchées. Je rappelle que, par exemple, quand on parle des drones, techniquement, les frappes dites chirurgicales avec des drones, on n'identifie jamais la personne qui est sur laquelle on tire. En fait, on identifie simplement sa signature numérique, c'est-à-dire qu'on peut localiser son téléphone portable et puis on a un téléphone portable qui a appelé. Donc en fait, on tire sur un numéro de téléphone, si je simplifie les choses. Mais on ne sait pas qui tient le téléphone. Ça peut être l'enfant, le fils, la fille, la mère, le père disons, du terroriste, par exemple. Et d'ailleurs, une étude qui avait été faite il y a déjà quelques années aux États-Unis avait montré que seuls 4% des victimes des frappes occidentales étaient identifiables comme terroristes. Donc ça veut dire qu'il y a 96% des victimes qui sont des victimes innocentes, en clair. Donc personne n'a jamais été sanctionné pour ça. On n'a jamais interdit les athlètes américains des compétitions internationales, on n'a jamais interdit les chats américains, on n'a jamais interdit les musiciens américains, on n'a jamais interdit les touristes américains de se déplacer dans le monde. Donc il y a là un traitement très inégal de notre propension ou de la propension des Occidentaux à déclencher des guerres
Et ça me semble être quelque chose sur laquelle nous devrions nous pencher de façon à pouvoir traiter, parce que, vous savez, d'ailleurs, on pourra en parler si on parle du terrorisme tout à l'heure, mais en fait, de la manière dont on comprend une crise découle la manière de résoudre la crise. Si on la comprend mal, on la résout mal. C'est valable pour la crise actuelle en Ukraine, c'est valable pour la crise en Irak, c'est valable pour la crise avec le terrorisme, c'est valable pour n'importe quelle crise. C'est une règle fondamentale. Si vous ne comprenez mal la manière dont vous comprenez la crise, découle la manière dont vous la résolvez. Et le problème des Occidentaux, c'est qu'ils n'ont jamais voulu, ils ne veulent pas reconnaître leurs erreurs. Il y a une espèce d'arrogance occidentale qui fait que du fait qu'on a soi-disant des démocraties, soi-disant des économies qui fonctionnent parfaitement, eh bien, nous détenons la vérité et le reste du monde doit plus ou moins suivre ce qu'on dit. C'est en substance d'ailleurs ce qui a alimenté le colonialisme à la fin du 19e siècle. Hein. C'était un petit peu cette bonne parole. On pouvait y ajouter la religion à l'époque. Aujourd'hui, on est sur une autre religion qui est soi-disant les droits de l'homme, etc. Mais on pratique la torture aussi. On pratique la censure également. Donc, si vous voulez, il y a certainement des pays. Tout ça, monsieur Bou, dans une Europe, comme vous dites, démocratique. Moi, j'ai envie qu'on passe au deuxième sujet, qui est l'Europe face à la montée de l'extrême droite. Et on va parler du cas de Giorgia Meloni, qui vient de sortir victorieuse des dernières élections en Italie. Mais avant, j'aimerais que vous me donniez votre définition à vous de l'extrême droite aujourd'hui. Comment on la définit? Moi, de par mon métier en Europe, ici, on constate qu'il y a quand même deux courants de l'extrême droite. La droite extrême qui va trouver ses racines dans des personnages comme Hitler, comme Mussolini. Et cette droite-là, elle rejette l'idée même de la démocratie, des élections. Je ne sais pas si on peut les appeler les souverainistes, mais souverainistes extrémistes. Et puis, euh, les autres, l'autre droite, une autre droite extrême qui, elle, va accepter, elle va admettre le système démocratique. Et là, je pense au parti de Giorgia Meloni, Fratelli Italia. Alors, où est-ce qu'on en est aujourd'hui en Europe? Oui, la définition de l'extrême droite est vraiment un serpent de mer en réalité, parce que d'abord on utilise ce terme un peu n'importe comment dans le but de discréditer tous ceux qui ne pensent pas comme nous. Ça a été très fortement le cas en France, enfin dans la plupart des pays européens, à vrai dire. Dès qu'on veut discréditer un parti, on dit qu'il est d'extrême droite. En réalité, même l'extrême droite est une notion qui est finalement extrêmement complexe parce que on pourrait s'imaginer qu'on a d'un côté à gauche les partis qui sont favorables aux classes populaires et qui essayent d'avoir une présence de l'État importante et que cet État ait une fonction protectrice des différentes classes sociales. Et puis qu'à l'opposé, à l'autre opposé, on est une société qui soit guidée par uniquement le capital, de manière très brutale, un capitalisme sauvage qui est dirigé par des sortes d'oligarchies qui ne pense qu'à finalement faire fructifier ses richesses au détriment des différents niveaux sociaux. Et quand on regarde l'histoire de l'extrême droite européenne, on s'aperçoit qu'on est ni d'un côté ni de l'autre, à vrai dire. Et il faut se rappeler que le fascisme, par exemple, dans l'entre-deux-guerres, il était
il répondait davantage à ce qu'on appelle aujourd'hui le populisme, c'est-à-dire que on voyait, on voyait dans le fascisme une expression de la volonté du peuple à vouloir à des aspirations populaires en quelque sorte. Et ça rejoignait, c'était d'ailleurs pas très éloigné des partis de gauche à certains endroits. D'ailleurs, Mussolini, il avait été d'ailleurs expulsé de Suisse pour activité communiste dans les années juste après la Première Guerre mondiale. Euh, Hitler lui-même avait été membre du Parti socialiste allemand avant de créer le Parti national-socialiste allemand. Donc, il y a un côté social, si vous voulez, dans l'extrême droite. Et c'est ce qui rend sa distinction quelquefois très, très, très difficile. Et dans les années 20, certainement que le fascisme n'était pas exactement vu comme un système de dictature, était plus souvent vu comme une alternative à la démocratie, des démocraties occidentales qui étaient considérées comme étant les démocraties du capital. Donc, on avait, si vous voulez, plus une expression populaire à travers le fascisme. Et puis, je pense que c'était un peu d'ailleurs l'idée de Mussolini à la base. Beaucoup plus que, bon, Hitler, c'est une chose un peu particulière parce qu'on y ajoute d'autres critères, l'antisémitisme et ce genre de choses, la classification des races et des éléments qui, évidemment, donnent un caractère très spécifique au national-socialisme. Mais le fascisme tel qu'il était pratiqué en Italie était une forme exacerbée de ce qu'on appelle aujourd'hui le populisme en réalité. Et c'est pour ça qu'il a d'ailleurs, dans les années d'entre-deux-guerres, le fascisme italien a servi de modèle. D'ailleurs, il a servi de modèle à l'Ukraine, d'ailleurs. C'est les partis qui sont aujourd'hui, qui sont devenus les forces d'extrême droite en Ukraine, ont leurs origines, leur étymologie, si j'ose dire, ou leur arbre généalogique, dans le fascisme italien, pas vraiment dans le nazisme, même si les nazis, après, ont influé à partir des années 30 sur la perception ukrainienne des choses, mais au départ, c'est le mouvement fasciste italien qui a influé sur cette extrême droite ukrainienne. Alors aujourd'hui, on a une extrême droite qui est elle aussi très populiste en réalité. Et c'est pour ça que je n'aime pas beaucoup ces étiquettes d'extrême droite et tout, parce que, à mon avis, on a tendance à tout mettre un peu dans le même sac et puis mettre ces partis comme si c'était des partis nazis, etc. Je pense c'est pas tout à fait ça. Alors, comment Et vous expliquez comment vous expliquez la visibilité grandissante en Europe de cette droite dure? D'aucuns pensent que l'extrême droite n'est pas isolée. La droite dite modérée euh, tend la main pour des coalitions. En Suède, par exemple, en Autriche, les thèmes de l'extrême droite sont repris par les modérés. Les électeurs vont préférer l'original à la copie. Souvenez-vous cette phrase du père de Marine Le Pen, Jean-Marie Le Pen, quand pour se distancier ou pour se démarquer de Monsieur Jacques Chirac. Et puis tout récemment, Éric Zemmour, la théorie raciste du grand remplacement. Et bon, là, j'ai on envie, touche d'autres choses. On touche voilà. autre chose, mais je pense qu'il faut, disons, pour moi, ce que l'on voit et ce qu'on appelle aujourd'hui l'extrême droite, et ça comprend naturellement les différents mouvements politiques que vous avez évoqués, je pense, et c'est malheureux, mais c'est un peu ça. Aujourd'hui, c'est les partis des mécontents. C'est-à-dire ceux qui pensent que le modèle de société qui s'est développé depuis un quart de siècle, grosso modo, en Europe, n'est pas le bon modèle, qui laisse beaucoup de victimes dans son sillage, des victimes sociales, j'entends bien entendu, et que la problématique d'une Europe unie, qui n'aurait sans frontières,
j'entends sans frontières du tout. Euh, Tout ça ne peut pas apporter des solutions, ça ne fait que enrichir enrichir au sens figuré la bureaucratie et la technocratie de la gouvernance. Mm. Et je crois que c'est un peu ça le problème. En réalité, je pense que l'Europe est en train de souffrir d'avoir été au-delà de Maastricht, quelque part. Et c'est un peu le problème qu'il y a. C'est pour ça qu'on a aujourd'hui un retour d'une forme de souverainisme. C'est pas tellement. Je pense que l'idée du souverainisme, c'est de dire pour beaucoup de ces mouvements. Alors, de nouveau, j'exclus un peu les mouvements type Zemmour qui ont effectivement un côté. Mais en France, il y a un autre problème qui s'est posé, c'est effectivement la présence immigrée qui rejoint, qui est carrément psychopathologique en France, mais qui est aussi lié au fait que les politiques, il n'y a eu aucune politique d'intégration sérieuse qui a été menée depuis près de 50 ans en France. Et donc, l'immigration s'est faite de manière totalement désordonnée et qui a créé ses propres problèmes sociaux et donc sécuritaires aussi. Et par conséquent, je vais peut-être m'écarter de ce que disait Moore, parce que les théories du grand remplacement, tout ça, sont des théories Mais avant de vous qui écarter sont fumeuses. complètement, si on ouvre une petite parenthèse par rapport à Non, Zemmour, mais il je appartient l'écarte de déjà ma au passé. discussion. Mais je voulais, oui, oui, je voulais juste, Je l'écarte de ma vous discussion. saviez, vous, que Zemmour allait se casser la gueule et qu'il n'allait pas aller plus loin lors Oh, des écoutez, élections moi, présidentielles? je n'ai pas de boule de cristal, mais il me semblait que les Français, de nouveau, il y a un côté très émotionnel dans des démarches comme celle de Zemmour. N'est-ce pas? Les gens, excusez-moi de le dire comme ça, c'est un peu méchant, mais je pense que ça reflète assez bien l'état d'esprit à l'époque. On n'aime pas les Arabes, donc on est avec Zemmour. C'est un peu ça le truc. Et puis, on ne fait pas une politique autour du fait qu'on n'aime pas les Arabes. C'est pas une politique. Donc, il y a nécessairement, il doit y avoir une réflexion. La politique et la conduite d'un État, ça ne peut pas se limiter à simplement détester les Arabes. C'est pas viable de toute façon, quel que soit le côté par lequel on le prend. Et par conséquent, pour moi, il était presque naturel de voir que Zemmour, l'effet Zemmour allait s'évaporer face à des gens qui C'était ont peut-être peut-être pas la quelque chose de bonne plus réaliste. personne aussi pour porter le programme entre guillemets de Zemmour, puisque lui-même est arabe. Et j'ajouterai des guillemets aussi à arabe par rapport à Zemmour, Oui, puisque il est berbère. La différence entre lui et les quelques millions d'Algériens qui vivent en France, c'est que lui est de confession juive et eux sont de confession chrétienne ou musulmane. On oui, ferme, bon, je la je ferme. veux pas trop On veux la pas trop ferme la me parenthèse, je prononcer. vous promets. Voilà, Moi, oui. j'ai envie de retourner à Giorgia Meloni et à Marine Le Pen. Je ne sais pas si vous avez remarqué, comme beaucoup, que la différence entre les deux, par exemple, puisque vous n'aimez pas parler d'extrême droite, mais de souverainisme, allons-y. On a remarqué que Meloni Georgia est allée à Washington rassurer le locataire du bureau ovale un peu avant les élections. Marine Le Pen, elle, a eu des relations avec Poutine, tout le monde le sait. On dit qu'il lui a financé pas mal ou toutes ses campagnes. Comment vous Oui, expliquez alors, ces deux extrêmes, vous? je, je, d'abord, concernant Marine Le Pen, je ne connais pas tout le dossier. J'avoue que c'est ni une personne ni un parti qui m'intéresse spécialement. Mais disons ce que j'en sais, c'est qu'elle avait été contrainte d'aller s'adresser à des banques russes parce que les banques françaises ne voulaient pas financer sa campagne. Donc, si vous voulez, on l'a un peu poussé à aller chercher ailleurs ce que la France ne lui offrait pas pour des différentes raisons. Et en Europe, effectivement, on dit on ne veut pas financer un parti d'extrême droite, etc. Ce qui pose d'ailleurs une question fondamentale sur la démocratie. Moi, je pense que
que de l'extrême gauche à l'extrême droite, la démocratie, elle est une. Il y a pas deux démocraties. Même ceux qui sont contre font partie de l'éventail des réflexions démocratiques. Et je pense qu'une démocratie, si elle est suffisamment robuste, si elle est suffisamment forte, elle doit pouvoir résister à la présence de partis qui sont antidémocratiques Je- et à l'intérieur du jeu Et pour démocratique. vous, il Et ne d'ailleurs, on représente voit pas de qu'avec danger. Il ne représente pas de danger c'est pas qu'il ne pour la représente pas de démocratie. danger, bon, c'est pas qu'il ne représente pas de danger, mais je pense que la démocratie, quand elle est mûre, elle est suffisamment forte pour détecter ces dangers et puis écarter sans qu'il y ait besoin de mettre des censures, sans qu'il y ait besoin d'interdire ces partis, sans qu'il y ait besoin de limiter leur communication. Je pense que quand on a des gens qui sont des citoyens qui sont conscients de leur rôle de citoyen, que les entités ou les institutions démocratiques fonctionnent, eh bien, ces partis sont éliminés d'eux-mêmes, si vous voulez. Il y en aura toujours des gens qui seront royalistes, qui sont, etc. Les royalistes, par exemple, personne ne voterait probablement pour un royaliste en France, pourtant ils existent aussi. Mais donc, ça veut dire que la démocratie, elle a ses propres mécanismes de correctif, si vous voulez. Enfin, c'est ce que je pense dans une démocratie saine. À partir du moment où on doit mettre une censure ou qu'on doit commencer à canaliser les opinions, ça veut dire que la démocratie est malsaine. Ça veut dire elle n'est pas assumée. Ça veut dire qu'elle n'est pas mature et qu'elle est trop fragile pour accepter ou tolérer des individus qui, eux, ne seraient pas favorables. Et d'ailleurs, c'est un peu d'ailleurs le problème que l'on voit aujourd'hui vis-à-vis des souverainistes, parce que souverainiste n'est pas égal à extrême droite, hein, je n'ai pas dit ça tout à l'heure, c'est deux choses distinctes, mais le souverainisme est peut-être une des caractéristiques de l'extrême droite, mais le souverainisme en soi n'est pas un problème qui tombe du ciel, c'est un problème qui émerge par l'observation du fait que l'Union européenne n'apporte pas les solutions que l'on attendait d'elle. Et par conséquent, on se dit probablement il est plus sage de revenir à une souveraineté de type national, quitte à collaborer avec les autres pays, comme dans le marché commun qu'on avait avant la fin des années 80, n'est-ce pas, avant Maastricht, à vrai dire, Mhm. et qui permettait aux pays de travailler en bonne intelligence les uns avec les autres, qui permettait des échanges commerciaux libres de droits, avec une libre circulation des citoyens, mais qui n'imposent pas des règles communes qui sont toujours qui s'appliquent pas toujours de la même manière ou qui peuvent pas toujours s'appliquer de la même manière entre Stockholm et Naples. Et la diversité européenne est telle qu'effectivement, on imagine difficilement comment on peut arriver à accommoder comme ça la chèvre et le chou. Et personnellement, je pense qu'il n'y a pas complètement, il y a pas des idées totalement fausses dans l'idée d'un souverainisme, même si je pense que l'idée d'une Europe qui collabore, qui coopère ensemble en bonne intelligence, qui n'a pas de frontières pour les biens et les personnes, me semble être une bonne idée. Mais effectivement, certains de nos concitoyens voient des problèmes administratifs qui sont liés aux subventions, aux non-subventions, à l'obligation faite à certains pays par Bruxelles d'appliquer certaines politiques. Hein. On a des politiques, par exemple, quant à l'énergie, typiquement, aujourd'hui, on a beaucoup discuté sur les réseaux sociaux la pertinence de la politique énergétique de la France, qui en fait résulte des obligations qui viennent de Bruxelles. Et on se rend bien compte que Bruxelles fait une sorte de moyenne, si j'ose dire ça comme ça, de ce qui serait pertinent pour l'ensemble de l'Europe, mais il y a des pays chez qui ce serait utile et des pays dans lesquels ce serait moins utile. Et par conséquent,
l'idée d'une solution beaucoup plus fédérale, qui donne beaucoup plus d'autonomie au pays, peut être assimilée à une forme de souverainisme, je ne sais pas. Hmm. Mais ça ne me semble pas complètement faux de le Mais je penser rappelle que comme ça. vous êtes suisse, monsieur Jacques Beau, Tout hein. à fait. C'est-à-dire, vous êtes en train de dire, il faut Je être un suis peu comme suisse. la Suisse qui prend tout ce qui est avantage de l'Union européenne, mais elle s'en éloigne quand il s'agit d'inconvénients. C'est ça. Il y a un peu de ça quelque part. Oui, on peut reprocher ça à la Suisse. D'un autre côté, vous voyez, par exemple, un des problèmes pour lesquels la Suisse ne veut pas entrer en matière avec l'Union européenne, c'est pour le droit de référendum. En Suisse, le référendum est une institution à peu près sacrée. Le citoyen peut demander un référendum. Les autorités sont obligées de consulter les citoyens pour des lois, des constructions, des projets budgétaires, etc., etc. Et c'est en Suisse l'idée que le peuple est souverain est au sommet de la hiérarchie. Et donc l'idée que les lois de Bruxelles puissent se superposer et même être au-dessus du peuple est une chose que les Suisses n'arrivent pas à accepter. C'est la raison pour laquelle, effectivement, je suis assez suisse de ce point de vue-là, c'est-à-dire que je pense que dans un pays, et je pense qu'on peut dire que la Suisse, malgré les défauts qu'elle a, hein, la démocratie n'est pas parfaite, mais elle a une démocratie qu'on peut qualifier de mature, dans laquelle on peut demander aux citoyens, on peut poser des questions sophistiquées, c'est pas simplement oui, non, comme le pensent souvent les Français. On est dans des questions qui sont souvent très sophistiquées, qui demandent des débats, des débats publics, ouverts et transparents. Et le citoyen suisse est habitué à ces débats, il décide, et une fois que c'est décidé, eh bien, on accepte le résultat, et si c'est pas ce qu'on escomptait, c'est pas ce qu'on escomptait, mais c'est la décision de la majorité, mais ça ne peut pas être la décision de quelques bureaucrates à Bruxelles. Et ça, c'est quelque chose qui est pour un démocrate, pour un Suisse, d'une manière générale, est une chose qui est absolument impensable, que quelqu'un qui ne soit pas élu et quelqu'un qui n'a pas vraiment de représentativité, finalement, puisse décider au-dessus d'un peuple. Et ça, c'est effectivement. Donc, on peut évidemment l'interpréter comme étant cette position de la Suisse qui consiste à, puisque la Suisse a une série d'accords bilatéraux avec les différents membres de l'Union européenne, mais c'est chaque fois des accords bilatéraux, donc on a des centaines d'accords, alors que si on était dans l'Europe, il n'y aurait qu'un seul accord qui serait un accord avec l'Union européenne et qui couvrirait tous les autres. Là, on a des centaines d'accords avec tous nos partenaires européens et c'est la solution que l'on préfère pour ne pas sacrifier l'essence de notre démocratie, qui est cette capacité du citoyen à être consulté et à imposer à ses autorités un référendum lorsqu'il voit que la situation ne lui convient pas ou bien que la situation a changé, etc. Donc voilà, c'est Et un... justement, euh, monsieur Bou, euh, vous me permettez d'introduire notre deuxième sujet, c'est qu'il n'y aura pas non plus de démocratie sans liberté d'expression et liberté de presse partout dans le monde, mais on va s'attarder plutôt à ce qui se passe en Europe. Vous êtes d'accord qu'il y a des disparités importantes en Europe, bien entendu, par rapport au degré de liberté de presse et d'expression. J'ai pris comme repère, même si j'ai aussi mon avis par rapport à Reporters sans frontières, vous savez que chaque année, il publie un classement du degré de liberté dont jouissent les journalistes et les médias dans 180 pays. Et j'ai sous les yeux ces résultats par rapport à l'année écoulée. Et je ne sais pas si vous avez eu le temps de regarder ce classement. Et puis vous vous dites, mince, mon Dieu, la France, elle est à la 34e place selon RSF, hein. Et comment vous expliquez
ce recul d'un certain nombre de pays européens par rapport au respect de la liberté d'expression et de presse. Eh bien, vous m'apprenez qu'elle était à la 34e place. Je dois dire que je ne pensais pas que la France était si haut. Je pensais qu'elle était beaucoup plus bas dans l'échelle parce que euh, ce que l'on observe depuis quelques années, c'est une uniformisation du paysage médiatique. Euh, alors évidemment, sans doute que formellement, les médias sont indépendants dans la mesure où ils ne sont pas financés par l'État et en principe, ils sont sous les libres de pression en théorie. Mais en pratique, il me semble qu'on est assez loin de cela. Il n'y a pas si longtemps, c'est-à-dire il y a quelques jours, un journaliste du service public en France m'a dit, à propos de mon livre Opération Z, il m'a dit qu'il avait lu mon livre et qu'il en soutenait à peu près tous les passages. Il m'a dit, c'est un livre remarquable. Et il m'a dit, par ailleurs, il m'a dit, mais vous savez, ici, si je disais une phrase de ce livre, on me mettrait à la porte. Et le lendemain, comme par un hasard extraordinaire, le lendemain, j'avais un contact avec un journaliste d'un grand quotidien français, un grand et vieux quotidien français, qui m'a dit que il était en train de quitter sa rédaction parce que on lui a dit à peu près clairement qu'on ne pouvait pas mettre toutes les vérités dans le journal parce que ça donnerait l'impression qu'on soutient Poutine. Donc, ça veut dire que si théoriquement les lois autorisent ou donnent une grande liberté à la presse et à la pensée, le fait est qu'on n'a pas de grande liberté. Dans la réalité, on n'a pas cette liberté est factice. Sous le principe d'ailleurs qu'on a évoqué tout à l'heure en parlant de l'extrême droite, que ceux qui sont contre la démocratie n'ont pas droit à la démocratie, ce qui est une manière un peu curieuse d'envisager la démocratie à mon sens. Euh, eh bien, selon ce principe-là, ceux qui ne sont pas d'accord avec les idées du mainstream, eh bien, sont tout simplement éjectés du système. Et quand on voit les positions des différents médias sur, par exemple, la guerre en Ukraine, mais on aurait pu prendre d'autres, le terrorisme, ça peut être bien d'autres domaines qui concernent l'ensemble de la société, eh bien, on s'aperçoit qu'il y a une homogénéisation du discours, que pratiquement vous ne pouvez pas vous écarter de ce discours, sans quoi eh bien, vous êtes tout simplement exclu du système, considéré ou qualifié de conspirationniste, je ne sais pas quoi, et qui est une manière finalement de pratiquer la censure de manière de pratiquer la censure d'une certaine manière. Donc, la problématique que je vois aujourd'hui est que, alors que si je compare avec ce qu'on observait dans nos pays il y a une quarantaine d'années encore, c'est une intolérance grandissante par rapport au discours qui n'est pas dans la ligne officielle des médias traditionnels. Et on a donc si vous voulez, on a de facto une censure qui s'est mise en place et de facto une liberté d'expression qui s'est réduite. Et ça, je pense que c'est quelque chose que nous sommes en train d'augmenter quand on voit pas les restrictions. Vous allez sur YouTube, vous allez sur Twitter, etc. D'autorité, on sanctionne ce que vous dites. Enfin, moi, je ne suis pas sur les réseaux sociaux, donc je n'ai pas expérimenté ça, mais beaucoup se plaignent de se voir tout d'un coup, voir leur compte fermé, tout simplement parce qu'ils ont utilisé un mot qui ne plaisait pas, etc. Donc la censure, si vous voulez, elle n'est pas dictée par une loi ou par un organisme officiel, mais elle a été déléguée aux grands médias du numérique notamment.
Et on a une société qui est de plus en plus finalement intolérante au discours. On n'a plus du tout la culture qu'on avait dans les années 70, où on avait cette culture du débat. Et on discutait de tout et de rien d'ailleurs. Quelquefois, on discutait peut-être trop par ailleurs, ça c'est possible, mais on discutait. Et les opinions pouvaient s'exprimer et on était pour, on était contre. Voilà, c'était. Aujourd'hui, le discours est beaucoup plus homogène. Il n'y a plus vraiment de débat, ni à la télévision, ni ailleurs. On sent qu'aujourd'hui, il y a vraiment une homogénéisation et ceux qui ont une opinion divergente sont souvent terrorisés ou condamnés à être terrorisés parce que on n'a plus non plus la faculté de répondre à ces opinions, Comment vous à avez ces opinions. réagi, hein, monsieur Beau, quand tout au début de la guerre en Ukraine, la présidente de la Commission européenne avait pris la décision et elle a dit qu'elle avait prise toute seule, comme ça, au nom de la Commission bien sûr, d'interdire tous les médias russes présents en Occident, en Europe en tout cas, et les médias russes et les médias pro-russes. Alors, déjà, la notion de médias, alors les médias russes, on peut arriver plus ou moins à déterminer ce que c'est, dans la mesure où ils sont financés par le gouvernement russe, mais les médias pro-russes, d'un coup, ça devient très difficile à les définir. Donc, et de toute façon, comme j'ai dit tout à l'heure, il n'y a pas plusieurs démocraties, il y a une démocratie. Et je pense que le fait, alors que précisément d'ailleurs, on soutient l'Ukraine au nom de nos valeurs, mais nos valeurs, c'est précisément la liberté d'expression, c'est précisément la liberté de penser. Et si les médias russes font de la propagande chez nous, ce qui est possible, on doit avoir suffisamment confiance dans notre démocratie pour penser que on est plus fort que ça et que nos citoyens sont plus mûrs, plus conscients des réalités et qu'ils n'ont pas besoin, qu'on n'a pas besoin de décréter que ces médias sont interdits. Vous comprenez, l'idée, et d'ailleurs c'était la même chose dans la guerre froide, dans la guerre froide nous n'avions pas de censure en réalité. C'était notre grande force par rapport à l'Union soviétique, c'est que nous n'avions pas de censure. Et naturellement que les soviétiques faisaient de la propagande chez nous, il y avait de nombreuses publications qui faisaient de la propagande en Occident. Mais l'idée de nos valeurs, c'est qu'elles étaient suffisamment fortes pour résister à cette propagande. Et c'est Mm. ça qui aujourd'hui semble manquer. Oui, et puis d'autre part, les financements, hein, quand on sait que ce sont pratiquement tous les mêmes, ces grands groupes qui détiennent les grands médias dans beaucoup de pays européens dits démocratiques. Il y a des Tout à fait. problèmes de financement qui menacent le pluralisme, non? C'est exact. Dans les deux sens, hein, j'entends. C'est-à-dire, il y a ceux qui ont énormément d'argent, mais on leur dicte tout, et donc on s'éloigne de la liberté de la presse, et les autres qui veulent être libres, mais qui manquent de financement. Tout à fait. C'est juste. Comme il y a moins d'une minute, c'est la raison pour laquelle je reste très concis. Vous m'aidez. Ah oui, vous avez vu ça.